Bien, nous voici pour la troisième table ronde qui clôture cette belle journée consacrée aux questions de logement, avec une table ronde que nous allons dédier à la question des politiques publiques, je dirais même de l'action publique, de manière plus large, et de la manière dont celle-ci vise à favoriser l'accès au logement des jeunes. Alors, on a eu deux belles tables rondes, dont une ce matin, une cet après-midi, juste avant nous, et je crois qu'on a toutes et tous bien entendu combien les jeunes étaient exposés à la tension du marché locatif, avec des trajectoires résidentielles de plus en plus heurtées selon l'origine sociale, on l'a évoqué à l'instant, l'origine territoriale, on l'a plutôt évoqué ce matin, avec, ça sera un petit peu en toile de fond de nos échanges, je pense, avec des messages finalement assez simples. Peut-être d'abord celui que le logement des jeunes n'est plus seulement peut-être un enjeu d'habitat. Il est aussi devenu un révélateur de ces inégalités d'accès, inégalités sociales d'accès à l'autonomie, on l'a évoqué. Celui aussi, un message autour du fait que l'accès au logement n'est pas non plus une politique, finalement, une politique sectorielle parmi d'autres. Car cet accès au logement peut représenter d'une certaine manière une condition aussi d'effectivité d'autres droits sociaux. Ça a été aussi évoqué tout à l'heure. Sans logement social, l'insertion professionnelle est peut-être quelque part compromise. Sans logement stable, la santé mentale peut se dégrader, la formation devient peut-être compliquée, la vie sociale se réduit. Et lorsque se loger devient un obstacle plutôt qu'un tremplin, eh bien, les trajectoires individuelles se fragilisent, et c'est aussi notre capacité collective à préparer l'avenir des jeunes qui est un peu interrogée. Et je pense que c'est tout là l'enjeu des politiques publiques et de l'action publique, être en capacité notamment de proposer des solutions pour pallier ces difficultés rencontrées, celles qu'on vient d'évoquer. Alors cette table ronde, elle n'a pas pour objet de venir interroger l'utilité de l'intervention publique, hein, évidemment, elle est là. L'État est plus que, et bien sûr, et pas que l'État, un acteur du secteur. L'idée, c'est pas de savoir s'il faut des politiques publiques, c'est peut-être plutôt de savoir si les politiques publiques existantes aujourd'hui, elles sont bien calibrées pour les jeunes, et si elles sont en capacité de relever les défis face à elles. Et pour répondre à cette question, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir quatre grands acteurs et actrices du champ du logement. Tout d'abord, Théodora Isop, vous êtes déléguée nationale de l'Union nationale des comités locaux pour le logement autonome des jeunes, l'UNCLAJ. Lucille, hop là, j'ai du mal à m'asseoir sur ces chaises-là, c'est bizarre, c'est périlleux, c'est l'équilibre instable, c'est comme Lucie Camacho, vous êtes directrice de la stratégie Action Logement, un acteur de référence dans le champ du logement social depuis maintenant plus de 70 ans, si je ne m'abuse, bien plus. Manon Huré, vous êtes sous-directrice et directrice de la mission Accès et maintien dans le logement à la DIAL, à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, et en charge également, je crois, du plan Logement d'abord, dont il a été question il y a quelques instants. Et Yves Roch, vous êtes chef de projet pour le logement des étudiants et des jeunes actifs, notamment, au sein de la direction de l'habitat et de l'urbanisme et des paysages, au sein du ministère de la transition écologique. Donc, vraiment des acteurs étatiques, des acteurs associatifs, des opérateurs qui sont pleinement impliqués dans la politique du logement dans ce pays. D'ailleurs, je vous laisserai tout à l'heure, si vous le souhaitez, préciser un peu plus brièvement les missions principales des organisations et des structures auxquelles vous appartenez, pour cadrer de là où vous parlez. Mais tout de suite, pour justement questionner ce défi des politiques publiques et de l'action publique, et pour démarrer, et peut-être faire un petit peu écho aux propos qui ont été tenus un peu précédemment, j'aurais voulu qu'on revienne sur... on a beaucoup parlé de jeunes, ils sont très divers ces jeunes, hein. On ne va pas les redétailler là, mais il serait sans doute utile que vous puissiez revenir sur là où les catégories de jeunes qui sont concernés par vos actions, par
politique publique. Est-ce que vous pouvez, pour démarrer justement, nous dire qui ils sont et si vous constatez aussi de là où vous êtes également une évolution, comme ça a déjà été décrit depuis ce matin, une évolution de leur situation et dans quel sens elle se produit. Je ne sais pas, peut-être je me tourne vers vous, peut-être Théodora. Alors bonjour à toutes et tous, c'est bon, on m'entend bien a priori. Donc je vais revenir rapidement, peut-être attaquer la question des jeunes, mais redire en 2 mots. Donc je suis la déléguée de l'Union nationale des CLAJ, qui sont les comités locaux pour le logement autonome des jeunes. Donc comme vous voyez, c'est assez long et certains d'entre vous identifient sûrement très bien le dispositif, d'autres non. Donc en 2 mots, les CLAJ accueillent l'ensemble du public 16-30 ans sur les questions de logement et les problématiques logement. Donc l'ensemble des jeunes, et on va voir qu'il y a plusieurs jeunes concernés, mais aussi sur l'ensemble des problématiques. Donc des jeunes qui cherchent évidemment l'accès à un logement, mais d'autres qui ont besoin de se maintenir dans le logement, qui ont des problématiques dans le logement qu'ils occupent, d'autres qui sont dans un parcours logement, donc qui sont dans un logement temporaire et qui vont vers le logement autonome par exemple, et d'autres qui cherchent à décohabiter, donc soit chez leurs parents, soit de chez un tiers, ou à sortir de leur situation de logement actuelle. Peut-être que je reviendrai sur les solutions dans une deuxième partie, mais pour identifier le public jeune, donc j'ai dit l'ensemble des 16-30 ans, il faut savoir que les CLAJ, donc aujourd'hui, il y a 94 CLAJ adhérents du réseau Une CLAJ, qui sont présents sur l'ensemble du territoire avec, je pourrais vous donner de la documentation si ça vous intéresse, avec des territoires plus ciblés en CLAJ, parce que historiquement, il y avait une grosse présence de ces associations. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les CLAJ peuvent être des CLAJ autonomes, donc qui ont pour mission d'être CLAJ, mais aussi des CLAJ associés à d'autres structures, parfois des structures de l'insertion, donc comme les missions locales, et on parlera tout à l'heure de ce lien, on en a déjà parlé un peu en début d'après-midi, mais de ce lien insertion, emploi, logement, qui est assez majeur dans le réseau. Et donc les missions locales vont au-delà de leur mission de 25 ans pour être collées au public CLAJ des 16-30 ans. Et des CLAJ qui peuvent faire partie d'une structure d'hébergement ou de gestionnaire de logement, donc soit une structure habitat jeune, soit une résidence sociale. Pour les quelques chiffres quand même sur le logement, et là je vais regarder mes antisèches parce que c'est nos données de 2025 qu'on vient d'agréger. On accueille plus de publics et de plus en plus qui sont dans la fourchette la plus jeune de ce public, donc qui sont entre 18 et 24 ans. C'est 70% des jeunes accueillis dans le réseau en 2025, avec une répartition masculine-féminine qui est assez stable. Il y a un petit peu plus d'hommes, mais c'est 53% et le reste de public femmes. Il y a beaucoup de demandeurs d'emploi dans le réseau qui constituent un quart du réseau, mais il y a aussi une proportion de jeunes qui sont en salariat et dans une activité professionnelle stable qui augmente et qui augmente en continu depuis les 3 dernières années. Donc ça rejoint un peu les constats qui ont été dressés tout à l'heure sur c'est pas parce qu'on a un emploi que la problématique du logement est réglée. On a depuis 4 ans une baisse constante des jeunes qui ont déjà une solution autonome et qui viendraient simplement pour de la sécurisation ou pour une information sur le logement dans lequel ils sont, et de plus en plus de situations de précarité, voire de grande précarité, avec des parcours de jeunes qui se disent de plus en plus hébergés. Alors ça peut être de l'hébergement très précaire et d'urgence, comme ça peut être de l'hébergement chez des tiers, mais donc c'est une situation au premier accueil qui ne fait qu'augmenter. Et enfin, dans le dernier grand constat, il y a la situation des ressources. On observe également une diminution des ressources globales chez les jeunes conseillers chaque année. Et là, en 2025, on passe de 23% en 2024 à 30% des jeunes en 2025 qui sont sans ressources. Donc on voit là pour le réseau une grosse augmentation cette année. Ça, c'est les chiffres qu'on vient d'agréger, donc on aura un peu plus de détails dans les prochains mois. Mais voilà ce que je peux vous dire déjà des constats de précarisation pour les jeunes. Et on a aussi la part des jeunes qui avaient plus d'un SMIC qui diminue fortement cette année dans les premiers accueils pour les CLAJ. Voilà un peu pour qui sont les jeunes. Peut-être je laisse la parole à Lucie. Aux autres. Ouais. Alors bonjour à tous. Du coup, du côté de la DIAL, nous on est en charge de piloter la politique de lutte contre le sans-abrisme au niveau national, avec voilà, un focus quand même très fort du coup sur les publics les plus vulnérables. Donc nous on s'intéresse vraiment aux jeunes, donc de 18 à 25 ans. Enfin quand on parle de jeunes, on s'intéresse aux 18-25 ans qui sont sans domicile ou à risque
de le devenir, donc avec une grosse approche aussi à la fois sur la mise à l'abri et le relogement des personnes sans domicile, mais aussi une approche préventive pour prévenir les ruptures. Et en fait, on sait que pour prévenir les ruptures, il faut intervenir le plus vite possible, et donc en s'intéressant de manière très, très, très vive à la question des jeunes. Voilà en bref sur notre action. Et ensuite sur les tendances, peut-être vous donner 2 chiffres qui sont les 2 chiffres qu'on cite régulièrement sur les jeunes. Le fait que dans le dernier recensement qui a été fait, la dernière enquête INSEE qu'on a faite en 2012, elle date un peu, on est en train de l'actualiser et on aura des chiffres sans doute à la fin de l'année. On constatait que parmi les publics sans-abri qui ont été recensés dans cette enquête INSEE en 2012, 48% étaient des sans-abri de moins de 30 ans. Voilà. Et un autre chiffre aussi qu'on utilise beaucoup, c'est celui qui concerne les jeunes passés par l'ASE. Ce qu'on constate aujourd'hui, enfin le chiffre qu'on utilise beaucoup, c'est le fait qu'on a 25% des sans-abri nés en France qui sont passés par l'ASE dans leur vie. Voilà. Est-ce que ça, côté d'Action Logement, vos publics, peut-être que d'ailleurs, je ne sais pas si l'évolution, le fait que il y a quelques années, il y a une dizaine d'années maintenant, le logement étudiant soit rentré dans le giron du logement social, si je veux dire, pour faire vite. Est-ce que ça a fait évoluer aussi les publics jeunes que vous avez pu accompagner ? Alors, oui, très certainement, mais il y a surtout une autre logique. En fait, déjà, pour que tout le monde nous connaisse peut-être, nous, on est un groupe un peu différent dans le sens où on est un groupe paritaire, de gouvernance paritaire, c'est-à-dire gouverné par les organisations syndicales et patronales. Et donc, notre ADN, c'est le lien emploi-logement. Les personnes qui en fait cotisent à nos ressources sont des entreprises essentiellement, et de ce fait on a vraiment cet ADN en permanence présent dans tout ce qu'on peut développer entre emploi et logement. Et c'est faisant un constat commun que vous avez déjà évoqué, de grandes difficultés pour les jeunes de faire le lien entre leur emploi ou leur volonté d'emploi de demain et leur logement, que les jeunes sont devenus une cible prioritaire pour Action Logement. Tant sur un volet serviciel, parce qu'on a toute une branche de notre activité qui accompagne via des services, on aura probablement un peu plus tard l'occasion de détailler, et que sur notre branche plus immobilière, puisqu'on a également tout un réseau de filiales immobilières qui interviennent partout sur le territoire national et ultramarin. Donc en fait, effectivement, depuis plusieurs années et dans une approche un peu plus consolidée l'année dernière, on a réfléchi à tout ce qu'on pouvait apporter aux jeunes. Et quand je dis aux jeunes, on a effectivement cette lecture par l'emploi, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'on va regarder les jeunes dans l'emploi, on va regarder les jeunes en formation, et quand on dit en formation, c'est formation initiale et alternance. On peut regarder aussi les besoins différents qu'il peut y avoir sur ces populations, et également les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation. Et l'idée étant de regarder de façon un peu complète comment on peut apporter des solutions à hauteur de nos possibilités, évidemment, mais avec plusieurs possibilités. Alors, et du côté de la HUP, et voir que vous vous occupez des étudiants et des jeunes actifs, est-ce on voit déjà 2 publics un peu bien identifiés, peut-être en termes d'âge aussi ce que ça donne, mais est-ce qu'il y a des convergences, est-ce qu'il y a des différences au sein de ces publics ? Bonjour et merci de m'avoir associé cet après-midi. Donc, avant de répondre, je voudrais quand même dire le plaisir que j'ai eu d'assister à la précédente table ronde, dans sa richesse de témoignages, les travaux universitaires que j'ai hâte de pouvoir lire de manière plus approfondie, parce que c'est vraiment des publics dont vous avez parlé, et c'est de l'humain, des personnes. Et moi, du coup, je vais me mettre dans un rôle plus ingrat, qui va être un rôle un peu plus abstrait, mais qui va essayer quand même de répondre aux défis que vous avez posés précédemment. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un étudiant et qu'est-ce que c'est qu'un jeune ? Eh ben, je ne vais pas vous répondre comme ça. Je ne vais pas vous dire un étudiant, c'est quelqu'un qui est inscrit dans l'enseignement supérieur, et un jeune, c'est quelqu'un qui, alors je vais dire moins de 30 ans, pour taquiner Manon qui a dit moins 25 ans. Je ne vais pas du tout répondre comme ça.
Je vais répondre politique du logement et spécificité des besoins. Donc, qu'est-ce qui les caractérise? Et puis, vous avez posé la question, quels sont les défis à relever? Donc, ce qui les caractérise par rapport à d'autres parties de la population, cette population auquel on prête une attention plus grande, étudiants ou jeunes, c'est une recherche de logement, par exemple, avec une réponse à leurs besoins qui est attendue plus rapidement que les autres. Je m'explique, l'étudiant, il sait par Parcoursup qu'il va faire ses études à tel endroit, il a besoin d'une réponse rapide. Le jeune qui vient de décrocher une promesse d'embauche, il a besoin de trouver, comme l'a dit la représentante d'Action Logement, il a besoin de trouver une réponse logement proche de son lieu d'emploi rapidement. Donc déjà, la première caractéristique, c'est cette rapidité. La deuxième caractéristique, c'est la taille du logement. On a parlé évidemment des jeunes qui aspiraient à une vie de couple tout à l'heure, mais on a quand même souvent affaire à des monômes, que ce soit pour les étudiants ou pour les jeunes qui accèdent à un premier logement. Donc on est sur le segment du petit logement. Et puis, ça vous l'avez dit précédemment, on a un sujet évidemment de moindres ressources et un sujet de présence sociale auprès de ces publics-là pour certains d'entre eux. Donc on va les définir par ces caractéristiques-là. Et le constat qu'on va poser, c'est que le parc de logement, de manière immédiate, et plus particulièrement le logement social, ne répond pas à ces spécificités. On part d'un parc considérable de logements sociaux, mais qui répondent à des défis d'avant, avec de plus grands logements qui correspondaient à une typologie des ménages, là où ils étaient plus nombreux, on était avant le desserrement des ménages. On parle de logement, là on a énormément travaillé pour la sécurité dans l'occupation du logement au travers du droit au maintien dans les lieux, donc pour des durées d'occupation longues. On parle de réponse à des ménages qui ont peut-être grandi avec 1 ou 2 enfants, qui acceptent de faire une demande de logement social répondant mieux à leurs besoins et qui peuvent, vous allez me dire c'est insupportable, mais qui peuvent attendre quelques mois, parfois 6 mois, parfois 1 an et demi, pour se voir proposer une réponse. Donc on est en paradoxe entre la spécificité des besoins que je décrivais précédemment et la réponse, j'ai envie de dire, naturelle, historique de ce qu'est la principale offre de logement. Donc tout le travail que nous faisons, et on développera plus tard, tout le travail que nous faisons, c'est d'aller sur le segment du plus petit logement en priorité et d'aller sur des modes d'occupation, des modes d'attribution qui vont nous permettre d'être plus réactifs pour répondre plus rapidement à la demande de l'étudiant avec une offre spécifique ou à la demande du jeune. Et enfin, on y travaillera, notamment pour les jeunes, sur différents niveaux d'accompagnement dans le logement, avec une offre de logements sociaux jeunes qui est graduée par la présence de travailleurs sociaux plus fortes dans les résidences habitat jeunes ou de plus grande autonomie lorsqu'on est dans le parc de logements sociaux standard, mais qu'on attribue un logement pour une durée maximale d'1 an à un jeune de moins de 30 ans. Merci. Donc, quand même, point de convergence quand même assez important évidemment, et c'est bien normal, sur les publics visés par vos différents dispositifs, aides, mesures qui sont diverses, qui visent l'accompagnement, mais qui visent aussi à favoriser les conditions d'accès au logement des jeunes. Est-ce que justement, je me tourne vers vous, Lucie, sur ce segment jeune, dans la panoplie de l'offre servicielle que vous proposez, quelles sont les mesures phares en réponse notamment à ce qu'on vient d'évoquer, l'accès au logement, la question des rémunérations, l'accompagnement Alors, peut-être effectivement sur cette partie service, nous disposons d'un différent panel de services ouverts pour certains, je dirais uniquement aux salariés des entreprises cotisantes chez Action Logement, et puis pour d'autres, beaucoup plus ouverts. Et donc, on a également des dispositifs plus spécifiques pour les jeunes. Donc, notamment, on peut parler du Mobili Jeune. Donc, le Mobili Jeune, en fait, c'est une subvention qui permet aux jeunes de trouver un logement, de démarrer dans ses premiers loyers, ou de trouver un deuxième logement dans le cadre d'une alternance qui ne se situerait pas sur son même lieu d'études, qui est toujours, en fait, quand même une situation de complexité, de tension, voire de renoncement à la possibilité de l'alternance. On est à peu près sur 80 000 aides distribuées en moyenne sur ce dispositif-là, et qui est donc 100% dédié aux jeunes. On a un dispositif
de sécurisation de l'entrée au logement et donc dans son maintien via Visal, qui est en fait la garantie, nous on a l'habitude de dire la garantie de ceux qui n'en ont pas. En fait, concrètement, on se substitue à la garantie parentale, et donc qui est complètement gratuite, qui n'est pas complètement dédiée aux jeunes, mais qui est à 93% utilisée par les jeunes. Et pour vous donner un ordre de grandeur, depuis Visal, c'est à peu près 10 ans, c'est à peu près 2 millions de contrats et environ 400 000 par an dans les dernières années. On a également d'autres dispositifs qui servent, je dirais, un petit peu plus les jeunes, qui sont par exemple le Locapass, qui permet de payer finalement un dépôt de garantie. Donc là, c'est à peu près 30 000 aides distribuées en 2025. C'est un format de prêt. Et à 45% au bénéfice de jeunes de moins de 30 ans, pour donner un critère. Et également, donc on a parlé accession sur la table ronde précédente. On a un dispositif de pré-accession. L'idée de ce prêt-là, c'est de pouvoir transformer en projet. Et on regarde via un dispositif d'évaluation interne ce que permet justement ce prêt-là. Et ce qu'on estime, c'est qu'à peu près à 60%, les personnes que nous aidons n'auraient pas fait leur projet ou auraient différé leur projet sans ce financement-là. Et c'est un dispositif qui sert à peu près 50% de jeunes. Et voilà, pour à peu près 20 000 prêts distribués par an. Et finalement, le dernier sujet, c'est que par l'action des financements d'Action Logement Service, il y a des logements qui sont réservés. Et certains donc, de ces réservations le sont pour des jeunes, à 44% sur les réservations d'Action Logement Service. Et voilà, il faut avoir, pour un ordre d'idée en tête, c'est 150 000 familles accompagnées par an. Merci beaucoup. Et est-ce que c'est l'article 109, vous évoquiez là, les réservations? Non, c'est autre chose. C'est autre chose. D'accord. Du côté de l'UNCLAJ, des dispositifs, des aides spécifiques, vous voulez mettre en lumière? Oui, alors je pense que ça va rejoindre des dispositifs qui seront présentés peut-être par la DIAL et aussi par Action Logement, puisqu'en fait les CLAJ vont mettre en relation les jeunes avec ces dispositifs-là existants. Donc effectivement, les dispositifs qui viennent d'être présentés par Action Logement Service sont des dispositifs qui sont utilisés au quotidien par les CLAJ de fait, qui sont là pour aussi permettre cet accès aux droits pour l'ensemble des jeunes. Donc ça va être d'accueillir l'ensemble des jeunes, je ne l'ai pas vraiment redit tout à l'heure dans l'ensemble des missions, mais de poser un diagnostic pour les situations de chaque jeune qui pousse la porte d'un CLAJ. Et ce diagnostic va passer par la mise en relation avec des aides et des outils existants, donc qui vont être par exemple les aides d'Action Logement, mais aussi les aides de la CAF, la demande de logement social et le fait que le jeune pense bien à s'actualiser, que dans ses différents rendez-vous avec le CLAJ, il ait ses documents à jour pour avoir accès aux dispositifs qui le concernent. Et donc, il y a ce rôle-là du CLAJ qui va être de pouvoir mettre en relation le projet du jeune, son aspiration, avec la réalité à la fois du territoire de ce qui est possible et à la fois des dispositifs publics qui existent au national et au local quand il y en a qui s'appliquent au local. Et par rapport aux dispositifs plutôt étatiques, mais peut-être je te laisserai présenter, mais effectivement les CLAJ vont aussi être des acteurs au-delà d'acteurs qui font de l'accueil, de l'information, de l'orientation et qui font donc du conseil logement pour l'ensemble des jeunes, sont aussi des acteurs de médiation et parfois de gestion locative, qui vont être des acteurs qui utilisent les dispositifs IML, les dispositifs aussi ALT d'allocation logement temporaire pour trouver des solutions pour les jeunes qu'ils accueillent. Donc en fait, c'est cet ensemble de dispositifs qui sont utilisés, ce qui soulève d'autres problématiques, justement la multiplicité des dispositifs et est-ce qu'ils répondent en fait à une question plus globale qui va être celle de la sécurisation des jeunes, mais peut-être qu'on en parlera plus tard et que je laisse d'abord les dispositifs. Oui, peut-être pour compléter du coup sur du côté de la DIAL, on a toute une palette de dispositifs qui sont prévus pour héberger, loger des jeunes, donc je le répète, sans domicile ou avec des difficultés, une précarité d'accès au logement. Donc on a déjà toute une palette de dispositifs qui sont ouverts, en fait, qui sont des dispositifs de droit commun qui sont ouverts à tous les publics sans abri, mais également aux jeunes. Donc notamment toutes les places d'hébergement d'urgence, donc qu'on appelle les CHRS, l'HU, l'hébergement d'urgence et l'hôtel social.
Au sein de ces places, ce qu'on constate dans les données 2025, c'est qu'on a environ 15% des publics qui sont accueillis dans ces dispositifs d'hébergement d'urgence qui sont des jeunes de 15 à 25 ans. On a également ensuite des dispositifs de logement qui sont en fait des logements très sociaux dans lesquels on finance un accompagnement plus ou moins intensif. Donc c'est ce qu'on appelle le logement accompagné. Il y en a diverses, il y a une variété de logements accompagnés. Globalement, alors j'ai pas les chiffres sur l'ensemble de la palette, mais ce qu'on voit, c'est que au sein notamment des résidences sociales généralistes, puisqu'on a fait tout un recensement des résidences sociales l'année dernière, puisqu'on a réformé les financements pour ces résidences, donc on a des données assez actualisées. Ce qu'on voit, c'est qu'on a 19%, donc on a 19 000 places en résidence sociale, et on en a 19% qui sont occupées aujourd'hui par des jeunes. Donc voilà, ça c'est pour les dispositifs transversaux de droit commun. Ensuite, on finance aussi des dispositifs qui sont dédiés aux jeunes. Donc c'est les résidences habitat jeunes, les foyers de jeunes travailleurs, les résidences sociales jeunes actifs. Donc où là, on finance vraiment des places et un accompagnement spécifique. Il y a, pour encourager, le gros enjeu pour nous, c'est d'encourager la production et l'ouverture de logements de ce type. Il y a un objectif du logement d'abord qui concerne ces structures, qui est un objectif plus large, puisqu'en fait, il porte sur la production de logements en résidence sociale, mais au sein de ces résidences sociales, il y a les segments jeunes. Et donc derrière, ça ouvre l'accès à des financements globalement assez favorables, que ce soit pour le volet investissement, donc produire le logement en tant que tel, et ensuite pour la partie fonctionnement. Et ensuite, mentionner aussi quelques dispositifs très spécifiques qu'on finance aussi, qui sont des dispositifs avec un accompagnement vraiment renforcé. Notamment, on est en train de développer ce qu'on appelle les places chez soi d'abord jeunes. Donc ça, c'est un dispositif qui est vraiment pour des publics particulièrement vulnérables avec des grosses problématiques de santé mentale. Donc on a 180 places aujourd'hui sur le territoire, mais l'objectif c'est vraiment qu'on arrive à... c'est un dispositif qui fonctionne bien et on veut vraiment réussir à l'essaimer et à le faire monter en puissance. Donc voilà, sachez que ça existe et on a aussi d'autres dispositifs plus d'accompagnement qui sont financés, que ce soit via le Fonds national d'accès vers et dans le logement, donc le FNAVDL. On a aussi les dispositifs qui sont financés par les FSL du côté des collectivités qui peuvent toucher les jeunes. On a beaucoup de projets qui sont financés par des territoires de mise en œuvre du logement d'abord, des territoires de mise en œuvre accélérée du logement d'abord qui concernent les jeunes. Enfin voilà, je ne vais pas sortir toute la palette, mais disons que ça vous donne déjà une première vue de ce qui existe. Merci. Vous voulez rajouter Oui, alors avant de parler outils, on va se poser la question de qui va jouer avec la boîte à outils. Donc on a parlé des besoins, de la spécificité des besoins. La réponse, la construction des réponses, elle se fait au niveau de chaque territoire. Donc le travail du ministère de la Ville et du Logement, c'est en dialogue avec l'ensemble des acteurs de s'assurer que les outils qu'on a définis correspondent bien et vont permettre d'amener de bonnes réponses. Mais n'oubliez jamais que la réponse, et vous le savez parce que vous êtes des personnes de terrain, elle se construit au niveau local. Elle se construit par l'organisation actuelle, principalement autour des établissements publics de coopération intercommunale qui ont très souvent et systématiquement pour les plus gros délégations des aides à la pierre qui définissent un programme local de l'habitat. Donc c'est là qu'il faut être présent, c'est là qu'il faut appeler l'attention sur les besoins. Et il y a un très gros travail très positif qui a été cité tout à l'heure au travers d'une participation de l'un d'entre vous à un observatoire territorial du logement des étudiants. Ça, c'est un travail d'association de collectivités. Il y a 2 associations de collectivités qui jouent un rôle déterminant pour ces observatoires. C'est la Fédération nationale des agences d'urbanisme d'une part et l'Association des villes universitaires de France. Historiquement, donc là on est en 2017-2018, le regard a été principalement porté sur le logement des étudiants avec la poussée démographique, le nombre d'étudiants croissant et les tensions qui sont apparues dans les pôles universitaires majeurs. Mais maintenant, depuis 2021-2022, le regard de ces observatoires s'étend au logement des jeunes. Donc là, on est au plus près des exécutifs locaux
Et on va donc pouvoir localement construire des réponses avec les outils. Alors les outils, certains ont été cités. Pour les étudiants, on a posé dans les textes, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'était pas inné dans le parc social historique. On a posé dans les textes à partir de 2014 et consolidé en 2017 puis en 2022 le statut de résidence étudiante, résidence universitaire, avec des règles spécifiques. Et puis il y a de manière plus ancienne, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les résidences habitat jeunes, mais qui sont donc les foyers de jeunes travailleurs avec un statut particulier. Et puis il y a d'autres résidences sociales qui ne sont pas généralistes, mais dont le projet est tourné vers les jeunes, mais différentes du point de vue du niveau d'accompagnement social. Donc on a là 3 produits, la résidence universitaire, le foyer de jeunes travailleurs, la résidence sociale qui n'est pas un foyer de jeunes travailleurs, mais qui est dédié aux jeunes. Et puis on a ouvert dans le parc social général la possibilité d'attribuer des logements prioritairement à des jeunes de moins de 30 ans. Mais pour le coup, pas avec le droit au maintien dans les lieux, avec un contrat de location d'une durée maximale d'1 an. Donc voilà les outils et voilà comment localement on s'empare de ces outils. Donc les collectivités aujourd'hui sont extrêmement attentives à ces sujets-là parce qu'elles ont compris l'enjeu de l'attractivité de leur territoire en matière d'enseignement supérieur. Elles ont compris l'enjeu de trouver des solutions logement si elles veulent conserver leur vitalité en matière d'emploi. Les bailleurs sociaux se sont montrés au rendez-vous. Je tiens à saluer toute l'action de l'Union sociale pour l'habitat en termes d'animation de l'ensemble des bailleurs sociaux qui ont aujourd'hui une attention toute forte sur le sujet des logements des étudiants et des jeunes, avec de l'animation, avec des publications thématiques sur les différents produits, des exemples mis en valeur qui donnent envie aux autres d'y aller. Et c'est pas parce que c'est ma voisine, mais je salue ce qu'a fait Action Logement. Visal, pour les étudiants, vous avez parlé des salariés, des jeunes, mais pour les étudiants, c'est énorme, même si on a encore des progrès à faire, notamment pour faire connaître Visal aux bailleurs privés qui parfois préfèrent quand même la caution parentale. Mais Visal, c'est quelque chose, c'est une énorme réussite auprès des étudiants, auprès des jeunes actifs. Ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'on est payé en retour. Il y a très peu de sinistralité sur Visal. Donc c'est une belle réussite dans tous les sens pour ceux qu'on a protégés et dans la manière dont on les a sécurisés dans leur logement. Mais Action Logement, ce n'est pas que Visal. Action Logement, d'abord, ce sont des bailleurs sociaux qui sont, je le dis, et ce n'est pas faire offense aux autres, mais qui sont en première ligne, qui sont allés les premiers sur les sujets du logement des étudiants et des jeunes avec les produits que j'ai cités, l'article 109 de la loi Elan par exemple, ce sont des filiales du groupe Action Logement qui sont allées les premières. Et puis il y a une thématique montante que vous avez entendue, c'est de rééquilibrer entre l'immobilier tertiaire et le logement. On voit bien qu'on a parfois des surfaces de bureaux surnuméraires. Qui est allé en premier sur le sujet ? C'est Action Logement qui, avec le ministère du Logement, a poussé la création d'une foncière de transformation immobilière qui a porté les premières opérations emblématiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérations de transformation de bureaux en logement qui se font sans l'intervention de la foncière. Mais historiquement, les pionniers, c'est avec Action Logement que ça s'est fait. Donc il y a eu tout ce travail-là de bonne compréhension de la spécificité des besoins, de construction de la réponse au niveau local, de mise en place des outils et de mobilisation de l'ensemble des acteurs. Merci beaucoup pour ces éléments de contexte qui comment dirais-je, qui anticipe presque la question que j'avais tout de suite là sur les. Non, mais c'est parfait. Sur les quelques tensions sur lesquelles j'aurais souhaité qu'on revienne un peu en échange. Elles ont été évoquées, elles ont traversé l'ensemble des tables rondes de la journée. Elles sont déjà présentes dans les points qu'on évoque ici, des points de tension sur le niveau de l'offre de logement, quel que soit, enfin, en quantité, mais aussi en qualité. On l'a évoqué ce matin de manière assez précise. Et puis la question de la solvabilité des ressources financières. Et donc, vous l'avez évoqué les unes et les uns, toutes les aides qui seront là pour Visal et d'autres, pour accompagner cette dimension ressources des jeunes. De là où vous êtes, est-ce que vous direz aujourd'hui, pardon, c'est peut-être un peu caricatural la question que je vais poser là, mais est-ce qu'il y a assez de logements ? Est-ce que la question, elle est aujourd'hui encore de la quantité de logements ? Est-ce qu'on construit assez de résidences étudiantes ? Est-ce qu'on construit assez de foyers jeunes travailleurs pour répondre aux besoins ? Est-ce que la question de la solvabilité des ressources qui sont enfin,
pour lesquelles les aides, visa, le CAPAS, enfin toutes les mesures, les accompagnements qui sont faits aussi par la DIAL sur le sujet. Est-ce que cette tension aujourd'hui, vous la sentez encore plus forte que par le passé, et est-ce que vous priorisez une entrée plutôt qu'une autre? Alors vous n'êtes pas toutes et tous sur les questions de l'offre stricto sensu, de la construction, mais est-ce que c'est quelque chose qui retraverse encore votre activité? Je rebondis. Je ne sais pas si je vais répondre à toute la question, mais en tout cas, c'était aussi un rebond par rapport à ce qui avait été dit avant. Et donc, nous, on n'est pas dans l'offre à proprement parler, hein, mais sur la question de l'accompagnement des jeunes. L'ensemble des jeunes. Donc, on a beaucoup dit, et là, on a redit le terme étudiant, je ne sais pas, je pense 10 fois dans les 2 dernières minutes, qui est important. Mais il y a aussi tout le public pour qui il n'existe rien et quasi rien. Et ça a été rappelé tout à l'heure par Marianne sur le RSA en dessous de 25 ans. Il y a cette question de la solvabilisation et du droit commun pour l'ensemble des jeunes, et pas que ceux qui travaillent, pas que ceux qui sont en insertion, qui est quand même fondamental pour protéger l'ensemble du public jeune. Il y a aussi la question du parc privé. Construire plus de logements sociaux et faire accéder les jeunes à leurs droits et donc au parc social, c'est fondamental et c'est absolument ce qu'on défend. Mais pour l'instant, les jeunes se logent beaucoup plus dans le parc privé, alors pour de multiples raisons aussi, pour comment est le parc social, pour les typologies, pour des questions aussi de non-recours au parc social, mais il faut aussi les protéger dans leurs droits et dans ce qu'ils font aujourd'hui, c'est-à-dire leur accès au parc privé. Et donc sur les questions de réhabilitation, de rénovation, de lien avec les propriétaires privés, de lutte contre les marchands de sommeil, il y a aussi tout un travail à faire. Je pensais juste à ça tout à l'heure, mais ça répond en partie, en tout cas, sur la question de la solvabilisation et sur la question de l'offre, évidemment. Et je pense qu'il ne faut pas nécessairement les opposer. Et je vais renvoyer... j'ai l'impression que c'est une semaine orientée rapport du COJ CNH, donc j'oriente encore une fois vers le rapport le logement des jeunes, une urgence sociale. Mais donc il y a plusieurs grandes parties dedans, une partie notamment sur le problème majeur de l'offre et une partie sur le problème de la solvabilisation. Et les deux sont pas opposables, et je ne pense pas que ce soit désirable de les opposer, mais en tout cas, on rappelle la nécessité d'une production de logements très sociable et réellement accessible pour les jeunes, et à la fois de solvabilisation de l'ensemble des jeunes. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à tout, mais... je partage une grande partie de ce qui a été dit, notamment sur la question de la solvabilisation et sur la question de l'offre. Enfin, clairement, un des présupposés du plan logement d'abord, c'est quand même qu'il n'y a pas assez d'offres et qu'il faut augmenter le nombre de logements très sociaux spécifiques pour la question des jeunes, mais plus largement pour les personnes sans domicile. Hein. Donc non, il y a un gros enjeu autour de la production de résidences sociales, de places en FJT, tous les dispositifs qu'on a évoqués juste avant. Il y a également un gros enjeu autour de la rénovation, parce qu'en fait, c'est des parcs, des logements très sociaux qui sont particulièrement dégradés et plus dégradés que les autres. Enfin, faut le dire. On a des données de l'UNAGE, notamment, qui montrent ça. Donc, il y a un enjeu autour de la rénovation, auquel aujourd'hui, on n'a pas vraiment de réponse, si ce n'est s'appuyer sur le bon vouloir des bailleurs. Hein. Et sans doute, un des autres enjeux, c'est celui du modèle économique. Donc c'est pareil, hein, c'est pas nouveau, on en parle beaucoup avec notamment l'UNAFO, l'UNAGE. Il y a un enjeu autour du modèle économique de ces résidences. Comment on s'assure que elles ont un modèle qui tourne, que le fonctionnement est équilibré. Enfin, aujourd'hui, on voit que c'est de plus en plus dur, hein, que il y a tout un tas de coûts. Il y a une inflation des coûts qu'on peine à suivre dans un monde où globalement les financements publics sont quand même en maintien. Enfin, je veux dire, on n'a pas plus d'argent, donc voilà, il y a des enjeux autour de ça. Une des autres questions que je voulais évoquer aussi, au-delà de la production et de la rénovation, c'est sans doute la question de la coordination des acteurs. Donc du côté de l'accompagnement des parcours résidentiels et des publics vraiment très vulnérables, nous, on mise beaucoup sur un acteur qui est le SIAO, qui est une structure qui est chargée au niveau local de croiser en fait les besoins des personnes avec l'offre de logement ou d'hébergement qui va en face.
Donc nous, on essaye vraiment de faire en sorte que ces SIAO, ils aient un rôle renforcé dans le suivi du parcours des jeunes. On finance notamment, on essaye de déployer des postes au sein de ces SIAO qui sont en fait des référents jeunes qui sont là pour travailler avec les CLAGE, avec tous les acteurs qui sont autour des questions des jeunes pour mieux finalement repérer les besoins, les évaluer et ensuite orienter les personnes vers la bonne réponse. Donc voilà, il y a vraiment cette question de la coordination des acteurs qui est très importante, et puis aussi de l'anticipation. Je pense que, je parlais tout à l'heure des publics sortant d'ASE. En fait, quelque part, il faut qu'on arrive à anticiper le besoin le plus tôt, avoir des files actives potentielles de jeunes qui pourraient se retrouver en difficulté pour anticiper les sorties aussi. Donc voilà, un gros travail aussi autour de l'anticipation. Je reprends peut-être en rebond. Évidemment, je souscris complètement sur la partie coordination des acteurs. Nous, on a un groupe national, mais on a des antennes locales décisionnaires. On est en lien avec les CLAGE sur le terrain justement pour partager sur nos offres, on le disait. Et également, en fait, alors on peut reparler nombre, on parlait besoins. Est-ce que le volume de logement aujourd'hui, il est à hauteur du besoin? Clairement non. Enfin, c'est un peu une évidence. Je pense qu'on est là aussi pour ça. Mais l'idée d'aller de front sur plusieurs vecteurs, c'est-à-dire produire. Donc, on essaye d'être, et je vous remercie pour votre intervention, on essaye d'être très au-devant de la production d'une offre nouvelle, parce que en la faisant sortir de terre ou en transformant des actifs tertiaires. On peut citer par exemple un ancien immeuble de l'URSSAF à Metz qui est devenu une résidence pour jeunes. On peut également, en fait, notre volume de production, c'est le même en termes de réhabilitation parce que l'enjeu de réhabilitation est très fort. Là, c'est globalement sur nos objectifs globaux. Et puis, parce qu'on va chercher à adresser sur le versant immobilier différentes solutions pour différents jeunes. Donc, évidemment, des solutions propres aux alternants. On évoquait tout à l'heure avec un axe serviciel fort et de la possibilité d'avoir une logique de nuitée un peu différente. Des résidences à vocation d'emploi, ce genre de choses qui se développent. On va aussi avoir un enjeu en ce moment, donc depuis notamment l'année dernière, à développer des modèles innovants, mais la question c'est derrière la réplicabilité pour les saisonniers, avec des logiques de saison qui sont très différentes les unes des autres, avec une empreinte géographique très marquée. Et donc, on a plusieurs projets innovants de réflexion sur comment on peut adapter un bâti existant ou faire sortir un nouveau programme qui répondent à des besoins de saisonniers, et notamment de jeunes saisonniers, en réponse aussi à des constats qui ont été vus précédemment. Alors, on peut vous donner des exemples, mais on a essayé de concentrer en fait tout ce qu'on peut faire en réponse pour les jeunes dans un book qui est accessible en ligne sur notre site. Donc, n'hésitez pas. Moi, je peux aussi vous donner plus de détails, mais c'est pas l'idée, je crois, de faire une liste à la Prévert. Mais voilà, on essaye vraiment d'attaquer plusieurs fronts en même temps parce que, comme on se le dit, les enjeux sont multiples. Quelque chose à rajouter sur l'offre Alors, sur le besoin, je partage naturellement le fait qu'il reste encore un besoin fort. Hein. On l'a peut-être dit, mais je ne l'ai pas dans l'oreille, qu'on a une poussée démographique avec des classes d'âge très nombreuses qui sont maintenant au stade des études supérieures ou de l'accès à l'emploi. On l'a sans doute évoqué, mais il y a un autre phénomène qui s'est produit ces dernières années, c'est le fait que l'accès au contrat à durée indéterminée est plus tardif. Hein. Je crois votre prédécesseur m'avait indiqué quelque chose comme 27 ans, alors qu'il y a quelques décennies, c'était bien avant. De même que l'installation du ménage est plus tardive. Donc ça fait tout simplement une poussée de chiffres. Hein. Donc il y a vraiment beaucoup de jeunes et d'étudiants qui sont dans la recherche de ce logement-là. Donc on peut aussi regarder à plus long terme et se dire qu'à un moment donné, il en sera différemment. Donc ça plaide à la fois pour continuer à rester mobilisé avec des réponses en volume, en nombre, tout en étant attentif
à la suite, pour être attentif à la suite, moi je plaiderais bien sûr pour la qualité des nouveaux logements que nous produisons. C'est extrêmement important parce que ce que nous produirions trop vite et pas de manière assez vigilante pourrait se disqualifier plus rapidement. Donc soyons attentifs à la qualité. Éventuellement, il y a aussi des défis de réversibilité ou d'évolution à terme du logement. Oui, je suis sensible au sujet de la réhabilitation du parc de foyers de jeunes travailleurs. On a des choses à faire avec les bailleurs sociaux, avec des recherches de financement dédié. C'est quelque chose que nous savons parce que quand je prononce le mot disqualification, je vois bien que tout le monde ne part pas sur un pied d'égalité. Les résidences étudiantes en France, il y a un enjeu de réhabilitation qui est pris en compte pour celles des Crous. Les plus récentes, elles n'en sont pas encore là. Les résidences sociales jeunes actifs non plus. Les foyers de jeunes travailleurs, ils ont parfois une histoire de 70 ans. Donc les besoins sont plus forts. Donc il faut travailler sur le sujet. En termes de chiffres, on a établi, je ne vais pas vous les donner parce que M. Timothéo m'a promis de vous partager mon mémo, donc vous les y trouverez. Mais on a porté aujourd'hui au plus haut la production de logements dédiés aux étudiants et aux jeunes. C'est établi, j'ai les des opérations en termes de financement du logement social, on n'a jamais été aussi haut. Donc le défi, il est de poursuivre. On n'est pas n'importe quelle année. Alors vous ne l'avez pas dit, mais comme je suis lecteur du Monde, j'ai vu que le plus important, c'est 2027. C'est écrit à la fin de l'article du Monde de vendredi. Non, non, le plus important, c'est 2026. C'est de ne pas laisser retomber le rythme qu'on a atteint en 2025. Or, il s'est passé quelque chose en 2026. En 2026, il y a eu des élections locales avec ou le renouvellement, avec de nouveaux exécutifs locaux, ou la réélection des précédents. Il faut continuer à travailler avec eux sur la connaissance des besoins en logement, parce que certains d'entre eux, à un moment donné, ont pu suggérer qu'on avait des yeux de chimène pour les étudiants et les jeunes, mais qu'on oubliait les ménages électeurs. Ça a été dit dans certaines grandes métropoles qui ont fait un travail considérable les années précédentes. Donc il faut entretenir la flamme pour le sujet dès 2026. Pour autant, il y a des rendez-vous devant nous, des rendez-vous de cadrage fort. Je vais en citer deux. Le premier, c'est qu'on est au travers de conventions quinquennales, on est lié par exemple par une convention d'objectifs et de gestion avec la Caisse nationale d'allocation familiale sur le sujet du soutien aux foyers de jeunes travailleurs. Quand je lis dans le journal que j'évoquais précédemment qu'on ne fait pas assez de foyers de jeunes travailleurs, soit, mais que nous dit la COG de la CNAF? Elle nous disait 3 000 en 5 ans. On va en faire plutôt 3 500 ou 4 000. Donc regardons ce qu'on fait et disons-nous que si on peut partager l'idée qu'il faut en faire davantage, travaillons, prenons contact dès à présent pour que la prochaine COG en tienne compte. De la même manière, on a un travail parfois politiquement compliqué avec Action Logement, mais on est aussi lié au travers de conventions quinquennales. Moi, je me souviens d'un merveilleux avenant à la convention quinquennale 2018-22, qui portait sur les années 21 et 22, où il y a eu un effort particulier en direction des jeunes. Ça a permis d'amorcer une formidable dynamique pour les produits jeunes. Donc pensons aussi que la convention quinquennale que nous avons actuellement, elle arrive à échéance en 27 et qu'il faudra la renouveler. Donc voilà, réussissons 26 avec les exécutifs locaux et pensons pour la suite, pensons aux grands partenariats qu'on a avec la Caisse nationale des allocations familiales, avec Action Logement. Je poursuis sur les... Vous voulez rajouter quelque chose? Non, non, ça va. Parce que je vois que le temps avance aussi là. Vous avez commencé déjà à l'évoquer tout à l'heure sur la question un peu de l'urgence, enfin en tout cas de la satisfaction de besoins, en tout cas à satisfaire de manière rapide. C'est vrai que c'est un poncif ce que je vais dire du côté du logement, mais c'est les questions politiques du logement, c'est l'articulation entre savoir répondre, d'une part s'inscrire dans le temps long. La construction, c'est le temps long. L'offre, c'est le temps long. Et puis, répondre à des besoins qui, eux, sont dans l'urgence, dans l'immédiateté, dans des calendriers, dans des trajectoires qui sont bien plus courtes. Donc, il y a une sorte un peu d'injonction très forte à pouvoir s'inscrire sur ces deux temps-là. Et j'aimerais vous interroger sur la manière dont, éventuellement, de là où vous êtes, vous voyez un peu cette gestion de l'urgence, enfin, et ces réponses à apporter dans la rapidité, en tout cas, tout en inscrivant un travail plus long. C'est ce que vous évoquiez déjà tout à l'heure sur se préparer à la sortie des jeunes de l'ASE, donc travailler un peu le moyen terme ou le long terme, tout en apportant des solutions tout de suite. Est-ce qu'il y a des expérimentations ou des pratiques qui pourraient, ou des innovations que vous avez mis en œuvre pour essayer justement de jouer la tension que vous avez en tant qu'acteur du logement sur l'imbrication de ces deux temps, quoi.
Je vais répondre purement du point de vue CLAJ, là, cette fois, pour le coup. Les CLAJ mettent en place tout un tas de dispositifs, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure. Il y a une tension majeure, pour reprendre le terme fil conducteur de cet après-midi, dans leur exercice même, c'est-à-dire qu'ils mettent en place des solutions adaptées, des bouts de solutions cousu main pour des profils de jeunes qui vont être très... alors soit innovantes, soit répondre à un besoin sur un lieu précis. Donc par exemple, on avait d'ailleurs participé avec l'INJEP à une expérimentation sur la colocation en milieu rural. Donc c'était vraiment ciblé sur certains territoires où il y avait des clages en zone rurale pour un certain type de public à qui ça correspondait, et ça marchait très bien. Les clages allaient capter de la grande typologie dans le parc social pour mettre à disposition. Parfois, les clages travaillent sur la cohabitation intergénérationnelle, parfois sur l'hébergement chez l'habitant avec l'UNAGE, par exemple, pour les adhérents qui ont la double casquette et qui sont aussi habitat jeunes. Donc, il y a tout un tas de solutions qui sont mises en place. Mais il y a aussi ce besoin de temps long et ce besoin d'accompagnement à un parcours logement dans sa globalité. Et c'est là où le bas blesse, puisque c'est là où il y a un gros manque de financement. Donc en fait, les clages vont réussir à aller sur de l'appel à projet, sur des dispositifs où le terme innovant revient beaucoup pour trouver des solutions qui ne sont pas inintéressantes pour les jeunes, mais où il y a un réel besoin de pouvoir valoriser l'accompagnement dans sa globalité, et notamment ce qu'on appelle l'AIOA, donc l'accueil, information, orientation, accompagnement, qui est le cœur de métier des clages et des services logements de manière plus générale, et où donc il y a une réelle alerte sur le besoin de pouvoir sécuriser. Alors là, je m'éloigne un peu de la production, mais ça marche quand même sur le temps long, temps court, de pouvoir sécuriser les parcours des jeunes dans cette idée de temps long et cette idée de parcours, où parfois un jeune va aller voir un clage une fois pour une solution temporaire, puis ensuite revenir voir un clage des années plus tard. On a ce genre de cas dans le réseau. Et donc, si on ne sécurise pas l'ensemble de ces structures pour ce réel métier de conseil, on risque d'aller que vers des solutions innovantes, temporaires et qui répondent à l'urgence, et de s'éloigner aussi de problématiques plus longues et plus globales. Moi, puisqu'on parlait d'innovation, enfin, l'exemple qui m'est venu en tête tout de suite, c'est le dispositif que j'évoquais, qui s'appelle le Chez Soi d'abord jeune, qui est un dispositif qu'on vient de lancer tout récemment, et où, donc en gros, globalement, le Chez Soi d'abord, c'est un dispositif qui croise diverses compétences d'accompagnement, puisqu'on est sur des publics très cassés, avec des grosses problématiques de santé mentale, de santé tout court, d'addictologie. Et donc, en fait, c'est des dispositifs qui regroupent dans leur gouvernance le secteur hospitalier, des infirmiers, enfin vraiment tout le champ du sanitaire et du médico-social. Et également, maintenant, on essaye de travailler sur l'accès à l'emploi avec ces publics, avec des nouvelles approches d'accompagnement vers l'emploi basées sur les envies des personnes, leurs besoins, avec vraiment une approche basée sur le pouvoir d'agir et les forces des personnes. Donc voilà, c'est ces dispositifs-là qui me viennent à l'esprit, où il y a vraiment cette approche d'accompagnement très pluridisciplinaire, vraiment très croisée et au plus près des besoins et des problématiques des personnes. Et puis aussi, pour prendre un peu plus de champ, je voulais revenir sur la question de l'accompagnement des publics sortant de l'ASE, où on voit dans certains territoires des choses toutes simples qui fonctionnent très bien, notamment en Grand Est, où avec 0 €, juste en se coordonnant un peu mieux entre le département, le SIAO et les partenaires du secteur qui sont sur le territoire, on arrive à faire des choses qui sont efficaces, notamment en se basant sur juste cette logique d'anticipation et d'interconnaissance. Donc ça coûte un peu de l'argent, parce que derrière, c'est du temps de coordination et c'est du temps homme. Mais voilà, il n'y a pas forcément des gros dispositifs avec des milliards d'euros, c'est juste des choses assez simples en fait, et qu'on voit fonctionner. Donc, et c'est d'ailleurs un travail qu'on essaye de... Enfin, on essaye de s'inspirer de cet exemple-là pour, en ce moment, alimenter toute une feuille de route sur l'accompagnement des jeunes sortant d'ASE, qu'on travaille avec la DGCS en ce moment. Alors, rapidement, nous, sur
Le temps court passe d'abord par donc l'urgence passe d'abord par le pilotage des services qui sont une réponse un peu immédiate. Par exemple, l'an dernier, on a revu les plafonds et de loyer et de ressources qui sont acceptés dans le cadre de Visal pour accepter davantage de jeunes. Et ce qu'on voit, première statistique qu'on a, c'est qu'en fait, 72% des baux qui sont signés à l'appui d'un Visal ne l'auraient pas été sans le Visal. Et quand on sait que ça touche à 93% des jeunes, on se dit, ça répond pas à tout, mais ça permet quand même d'apporter un élément. Et sachant que Visal, c'est beaucoup de crous, mais beaucoup aussi de parcs privés. Donc c'est une façon d'aller mobiliser le parc privé. Et dans le temps un petit peu plus long, parce que les innovations, nous, on va aller les chercher aussi dans l'idée de les observer et puis après de voir comment elles sont réplicables. Donc on va avoir quand même cette idée d'identifier des processus qui fonctionnent. Donc là, on est je reviens sur les saisonniers notamment, mais pas que d'ailleurs, sur la partie, je dirais, innovante observation. On est en train de faire le REX de ces premières innovations pour après voir comment ça peut être diffusé. Mais on regarde une partie co-hébergement intergénérationnel, voir comment on l'articule, avec quels partenaires aussi, parce que c'est un métier spécifique de faire de l'intergénérationnel qui n'est pas vraiment le nôtre. Donc on est aussi en train de regarder ça dans une approche très partenariale. On fait beaucoup ça quand on est dans une approche innovante et puis globalement on s'entoure de partenaires. C'est un vecteur qui est important pour nous. Également, si je reviens sur le tourisme, on regarde comment on peut mobiliser du parc, notamment du parc communal vacant, en l'aménageant et en le rendant disponible, évidemment sous réserve qu'il coche les bonnes cases, parce que un logement saisonnier, il doit être proche du lieu de travail, parce qu'on est sur des horaires extensifs généralement. Donc on peut pas se dire que c'est acquis en toute situation, c'est très spécifique. Mais il y a quand même des critères qui permettent de se dire, OK, dans telle et telle situation, ce serait duplicable. On a également des sujets de réaménagement de grands logements sociaux en vue d'en faire des logements adaptés pour de la colocation. Voilà, c'est encore une fois, ça demande beaucoup d'analyse parce que tout grand logement n'est pas adapté. Et l'idée, c'est pas de créer de la précarité sur la précarité, mais bien d'adresser le sujet et d'essayer d'apporter des solutions. Alors sur le registre de l'innovation, moi je dirais simplement qu'on fait feu de tout bois. Donc je ne sais pas si c'est innovant, mais on mobilise toutes les ressources. Donc on a cité la transformation de bureaux en logement. On travaille sur la surélévation de résidences existantes, notamment de résidences du réseau des œuvres. Mais en même temps, l'Union sociale pour l'habitat anime des réflexions au niveau national pour savoir ce qu'on peut faire sur le parc social en général en matière de densification, surélévation. On travaille à la mobilisation de foncier constructible dans les campus universitaires pour que le logement étudiant puisse s'y développer et donc ne pas peser dans la production hors les murs campus. Et puis, on est également présent par rapport à des éléments de patrimoine de l'État qui peuvent être cédés ou reconvertis. On travaille aussi à leur mobilisation pour la production de logements. Donc on fait vraiment feu de tout bois. Pour ce qui concerne 2026, je tiens à témoigner qu'on est extrêmement mobilisé. Vous trouverez dans le mémo partagé les orientations que Monsieur le ministre a données à l'ensemble des services. Ces services, ils sont animés au niveau régional, départemental. Ils entraînent avec eux des collectifs d'acteurs au niveau régional, assez souvent sous la forme d'une commission spécialisée du comité régional pour l'habitat et l'hébergement, commission du CRHH à laquelle des acteurs peut-être non membres du CRHH peuvent être ponctuellement associés pour donner toute la matière au sujet jeune dans ces réunions. Il y a d'autres régions où il y a des comités partenariaux larges hors CRHH. Mais on a cette animation régionale qui est vraiment la clé pour pousser les feux. Donc en 2026, on est vraiment très très mobilisé en espérant faire aussi bien qu'en 2025. Et pour la suite, Monsieur le ministre s'est largement exprimé sur un projet de loi visant à la relance du logement qui est très important pour les années à venir pour dénouer un certain nombre d'éléments qui paraissent être encore peut-être des freins et libérer complètement les énergies de production nouvelle. Merci. Je rebondis juste très rapidement sur ce que tu disais sur l'ASE tout à l'heure, peut-être sur une note un peu plus positive
de ce qui se passe bien selon les territoires, à nuancer toujours, mais dans certains territoires, justement de solutions innovantes qui se font très très bien entre le conseil départemental, le clash sur l'accompagnement, parfois là et souvent la mission locale sur la question de l'insertion, et un bailleur social qui met à disposition du logement pour les jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, qui sont de facto du public qui passe par les clashs, puisque 16-30 ans est égal à une bonne partie du public qui a une problématique logement, a connu un parcours de l'aide sociale à l'enfance. Donc voilà, l'idée c'est aussi de pouvoir travailler des solutions innovantes et aussi de travailler la prévention, mais ça a déjà été un peu dit, de ces publics-là pour éviter des situations d'extrême précarité ou de rue plus tard. Merci beaucoup de ces précisions. L'heure tourne. Avant qu'on passe à des, avant qu'on passe à la conclusion, parce que cette table ronde ne peut pas se conclure. On se fait couvrir des sujets et je vois bien, et on voit bien toutes les pistes que vous déployez sont tout autant d'invitations à du débat. Donc avant qu'on conclue ici, il y a peut-être une ou deux questions de votre part, de la salle, de réaction un peu aux points qui ont été évoqués. On a parlé d'accompagnement, de mobilité. J'ai pas de micro. Moi, j'en ai un. Ah, bah, pardon. Bonjour et merci à l'ensemble des intervenants d'ailleurs de la journée parce que c'était vraiment passionnant. Je m'attendais à ce que sur cette table ronde notamment soit abordé un thème qui ne l'a pas été, qui est celui de la politique du séjour, de l'asile. Notamment parce qu'on a tout un ensemble de publics qui nous arrivent. Donc, je suis directeur d'un CLAGE et président d'une association qui a une MEX, un CHRS et un FJT. On a tout un tas de publics donc, qui nous arrivent, qui sont soit arrivés déjà majeurs, fruits de parcours migratoires, et évidemment un public qui lui est arrivé mineur non accompagné, donc passé par l'ASE et qui aujourd'hui se retrouve dans une espèce de, alors pour le dire négativement, ce serait un no man's land. En réalité, on est dans la recherche avec à la fois parce qu'on est à la conjonction des politiques départementales et État déconcentrés sur comment on fait en sorte d'être au rendez-vous en matière de contrats jeunes majeurs et puis voilà d'avoir une offre cohérente sur leur situation administrative qui conditionne leur accès à l'ensemble des droits dont on s'est parlé là pendant la dernière table ronde. On va prendre les 3-4 questions en même temps, comme ça, et puis il y a monsieur devant. Moi, j'ai une question d'abord. Sur la question des moyens et des outils, vous en avez parlé un peu, mais c'est sur une question aussi que je trouve un peu pertinent aussi. Donc, vous avez parlé de la production du logement aussi, de la réhabilitation et de la transformation de certains bureaux en logement. Ça se fait beaucoup, c'est vrai. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que sur la question de l'innovation, vous regardez un peu à l'échelle internationale ou à l'échelle européenne ce que fait nos voisins en Espagne, en Allemagne, en Italie. Ça serait juste pour savoir. Je m'interroge sur ça. Merci. Oui, j'ai le micro par ici. Moi, je travaille à la Fondation pour le logement et bon, je vais poser une question plus principalement sur les étudiants. C'est sur la question des appels des étudiants étrangers, puisque du coup, vous avez parlé effectivement d'anticipation des besoins. Nous, avec énormément d'associations, on a justement alerté sur les conséquences que cette suppression pouvait avoir sur le logement des étudiants donc extra-communautaires non boursiers, donc avec notamment des personnes qui probablement ne pourront plus payer leur loyer, voire qui pourraient se retrouver à la rue pour certains, sachant que c'est déjà le cas aujourd'hui de beaucoup d'étudiants étrangers sur le territoire. Et donc c'était pour savoir un petit peu comment vous appréhendiez, vous anticipiez justement ces besoins-là, puisque ça va arriver dès la rentrée, vu que le décret va rentrer en vigueur pour juillet. Donc voilà, c'était une question plus spécifique sur un public, mais qui est assez importante vu l'actualité. Oui, alors moi c'est plus une petite réflexion. On a beaucoup parlé effectivement du public ASE et les sorties sèches. Effectivement, la précarité, ça n'arrive pas entre 18 et 21 ans, ça arrive après aussi. Parfois, il y a des jeunes ASE qui sont sortis, qui reviennent nous voir. Moi, je travaille en mission locale. Hein. Et c'est vrai que moi, je plaide depuis des années sur qu'on l'appelle comme on veut, mais il y a un trou dans la raquette entre les 21 et 25 ans. Même si on additionne tous les moyens, le contre-engagement jeune, un CLAGE, du SIAO, des fonds d'insertion des jeunes des départements, etc., ça ne remplacera jamais un contrat jeune majeur. Donc moi, je pense que ce serait vraiment intéressant de réfléchir pour les jeunes vraiment en grosse précarité, effectivement, d'un contrat jeune majeur qui porterait peut-être un autre nom entre 21 et 25 ans, qu'on puisse le mettre en place. Ça coûte de l'argent, mais
en même temps, en mission locale, on a du PACEA, on a du SEG, etc. On a une grosse baisse de nos subventions actuellement entre les régions et l'État, je précise. Mais moi, je pense que vraiment, il faut mettre les moyens. Si on ne veut pas se retrouver qu'autant de jeunes, mais pas que des jeunes de la zone, des jeunes qui, entre 21 et 25 ans, vont se retrouver à la rue, si on ne veut pas les voir à 30 ans, à 35 ans devant des gars, je pense qu'il faut mettre les moyens. Il y a vraiment un trou dans la raquette. J'ai cru voir passer, je ne sais pas si c'est l'Assemblée ou des députés qui réfléchissent effectivement à un projet de contrat jeune majeur 21-25 ans. Ça ne s'appellera pas comme ça. Mais vraiment, moi, je plaide pour ça. Je pense qu'il faut des moyens là-dessus. Pas forcément sur une grosse quantité de jeunes, mais les flécher sur les jeunes les plus en difficulté. Oui, bonjour. Bernard Garnier de la CLCV. Il me semble difficile de conclure un débat sur le logement des jeunes sans parler du grand déficit de logements sociaux. Parce qu'on a été tous là, on a dit, oui, effectivement, tout le monde fait des efforts, des trucs comme ça. Or, ce qui se passe en France, c'est qu'il y a un déficit de logements sociaux pour l'ensemble des catégories. Pas seulement les étudiants, mais pour les ouvriers, pour tout le monde, il y a un déficit de logement social. Et ça me semble difficile d'éluder cette question, parce que de dire que tout va bien comme ça et qu'on construit et puis qu'on met en place des systèmes, sans parler de la construction, là, c'est une chose qui me met un peu hors de moi. Merci. Deux questions. Bon. Alors, une question sur l'offre, sa quantité. L'ASE. Non, peut-être répondre sur la question des 21-25 ans. Enfin, je pense que c'est vraiment il y a un trou dans la raquette. Enfin, je veux dire, on va pas se mentir. C'est vrai. Je pense que il y a des dispositifs locaux qui existent, déployés dans certains territoires par les collectivités, par des fédérations. Je pense notamment à l'UNAGE qui avait porté un fonds coup de pouce pour justement essayer de répondre à ces problématiques. J'ai pas la réponse. Enfin, je pense que c'est vraiment un point qu'il faut mettre en débat. Je pense qu'on a beaucoup d'occasions de débattre dans les mois à venir. Je pense qu'il faut vraiment porter celui-là. En tout cas, nous, c'est un constat qu'on partage. Alors, moi, je vais réagir peut-être sur deux questions qui sont effectivement les expériences internationales et européennes. Alors, transformation et pas seulement, mais effectivement, historiquement, on est un groupe franco-français très ancré dans l'ADN paritaire. Depuis plusieurs mois, on est nécessairement, on regarde ce qui se passe, notamment en Europe. On travaille un peu plus avec l'Union européenne pour justement identifier des solutions qui seraient adaptables, qui existeraient ailleurs et qui pourraient exister chez nous. Comment dire ? Systématiquement, il y a quand même le sujet de regarder localement ce qui fonctionne sans chercher à dupliquer un petit peu automatiquement. Et les histoires sont très différentes d'un pays à l'autre. Les logiques habitat sont assez différentes. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas de solution où on s'est dit on la prend et on la calque chez nous. En tout cas, on ne l'a pas identifié. Je suis à votre écoute si vous avez ça. Je vous vois réagir et donc je suis vraiment à l'écoute. Oui, je suis complètement. Je suis d'accord. Ça dépend complètement des pays. Mais aujourd'hui, évidemment, on n'a pas de solution. On se dit, on prend cette solution, on la calque chez nous et ça va marcher. Mais on est à l'écoute. Et puis, je réagis aussi sur l'offre et la construction. Je peux que être d'accord. On a une démarche de pousser vraiment très fort la production de logements dans notre parc, dans notre réseau de sociétés immobilières. Vraiment très fort, quitte à parfois se déstabiliser aussi au niveau de certains de nos opérateurs, mais en jouant le collectif pour tenir bon et tenir front tous ensemble. Oui, l'enjeu de la construction est prégnant, comme l'enjeu de la réhabilitation, on en a parlé, mais oui, l'enjeu de construire du nouveau logement est bien sur la table et on l'identifie bien, et soyez sûr que c'est vraiment très présent dans nos différentes feuilles de route.
Non, je pense que ce qu'a dit Action Logement est exactement ce pourquoi est mobilisé le ministère du Logement. Sur les étudiants, une réponse sur les étudiants, non. L'APL des étudiants. La question sensible du soir. Là, voilà. Donc je ne fuis pas les questions, mais je n'ai pas qualité pour y répondre. En revanche, vous savez qu'il y a un projet de texte qui va venir décliner l'article de la loi de finances, et ce projet de texte fait l'objet de concertations, d'échanges avec les cabinets ministériels, avec de très nombreux acteurs représentatifs des étudiants et de tous les donc, autres acteurs concernés. Donc c'est dans ces lieux-là que des réponses sont apportées, mais moi, je n'ai pas qualité cet après-midi, ni pour répondre techniquement à la question, ni pour me substituer à ces instances de concertation qui se sont déjà réunies sur le sujet. Les contacts sont toujours en cours. Merci. Difficile de toute façon, on ne peut pas conclure. Hein. Puis il y avait plein de sujets à aborder. On a parlé d'accompagnement, sans doute pas assez, d'accompagnement des jeunes, de mobilisation des acteurs locaux, de nouvelles façons d'agir dans différents secteurs, de nouvelles productions, de liens entre le logement, les mobilités et l'emploi, même si on l'a abordé sans vraiment, enfin, on n'a pas pu vraiment le creuser, mais en 1 heure de temps, c'était difficile de déployer autant de problématiques. Voilà. Mais en tout cas, je voulais vous remercier pour ces échanges. Peut-être un dernier petit mot à chacune, à chacun, s'il fallait qu'on sorte là de cette table ronde avec une idée force de votre point de vue sur la question du logement des jeunes, de là où vous êtes, quelle serait-elle? Une idée, c'est compliqué. Non, mais une idée, je pense quand même, on va dire, l'aspect qu'on n'a pas tant développé, mais la coordination des acteurs sur le terrain. Si je reste sur un mot, mais... moi, je dirais qu'il y a quand même beaucoup de grosses négociations à venir qui seront fondamentales pour les dispositifs qu'on gère chacun de nos côtés. Hein. On a évoqué la coche de la CNAF, la convention quinquennale d'Action Logement. Je pourrais parler de la suite du plan Logement d'abord. Enfin, voilà, je pense qu'il faut que collectivement, tout le monde se mobilise pour que la question des jeunes soit bien prise en compte dans l'avenir de tout ça. Alors, moi, je souscris sur les enjeux à venir et sur tout ce qu'on a à négocier et à signer dans les prochains mois pour que les jeunes soient présents, évidemment. Et après, de mon point de vue et de ma casquette, c'est forcément notre leitmotiv de le lien emploi et logement, et se dire qu'on limite drastiquement le nombre de situations où un jeune n'accède pas à son emploi parce que son logement, ou n'accède pas au logement qu'il voudrait parce que son emploi. Voilà, ça reste notre marque, et voilà. Simplement, moi, je dirais, restons mobilisés. Donc, moi, j'entends l'indignation et la colère. Je dis simplement, regardons vraiment ce qui se passe au plus près du terrain, saluons les résultats obtenus, et transformons finalement cette impatience en énergie positive pour, au plus près du terrain, rester mobilisés. Moi, j'y crois. Vous aurez un mémo dans lequel il y a quand même des signaux qui montrent qu'il y a de très, très jolis succès. L'enjeu, c'est de les amplifier et de les poursuivre. Merci beaucoup. Merci à vous pour vos attentions. Merci encore. Merci encore. Il faut faire de la pub. Et télécharger le logement des jeunes, premier pas vers l'emploi, Action Logement. Très beau recueil. Voilà, placement de produits.